Écoutez, d'abord je remercie les différents collègues, puisque c'est trois associations qui se sont réunies pour ouvrir le bal, si j'ose dire, hein. Euh, Moi je suis très content de revenir à Toulouse, effectivement, 22 ans après, ça fait, ça fait un bail, où j'ai exercé plusieurs années comme éducateur, j'ai démarré ma carrière de formateur, et bon, ça a été aussi le lieu où j'ai été analysé, et puis j'ai fréquenté au Mirail un truc qui s'appelait la découverte freudienne, où j'ai croisé quelquefois Marie-Jean et quelques autres, hein. C'était une belle école finalement, hein. Alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, bon. Ah ouais. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de grec et de latin, ça se faisait encore à l'époque. Et dans les traductions que je faisais, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mes profs disaient que je faisais de la belle infidèle. Et alors j'ai cherché l'expression parce que je trouvais elle intéressante. En fait, c'est un traducteur qui s'appelait Perrault d'Ablancourt, 1606-1664, auquel un grammairien nommé Gilles Ménage, en 1654, vous voyez, c'est précis, hein, euh, compare les traductions de d'Ablancourt à une femme qui l'aima jadis et qui était belle mais infidèle. Voilà un peu d'où est venue l'expression. L'expression est reprise d'ailleurs par Verlaine, plutôt de façon un peu pardon, par Voltaire, je dis une bêtise. Et puis André Gide, lui, trouve que c'est intéressant, cette histoire de belle infidèle. Belle infidèle, ça veut dire qu'on ne se tient pas au pied de la lettre. Il y a quelque chose d'un travail, finalement, de transmission d'une langue à une autre, de l'ordre de l'impossible, d'ailleurs. Et André Gide a une belle expression. Lui, il aime beaucoup ce genre de traduction. Et il dit que c'est une véritable transsubstantiation. Intéressant parce que c'est un terme qui vient de la théologie chrétienne. Transsubstantiation, c'est lorsque le prêtre, le dimanche, ou un autre jour, finalement fait passer le pain et le vin au corps et au sang du Christ. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vais me lancer dans une sorte de belle infidèle par rapport à la psychanalyse, faire une dérive si vous voulez. C'est un terme qui nous vient à la fois des surréalistes et des situationnistes. Euh, Dériver sur cette histoire d'éthique. Je ne sais pas trop où ça va m'emmener. En plus, on va être pris par le temps, donc la présidente me rappellera à l'ordre. Il y a la clochette, hein, n'hésitez pas. Euh, En fait, ça sert un petit peu de faire des études des humanités, comme on disait dans le temps. Euh, Parce que sur cette histoire d'éthique, alors Monique a rappelé l'origine, mais l'origine du mot, elle est double. C'est-à-dire que les... Alors, il n'y a pas il y a un tableau, alors je vais l'écrire. Pardon. Et avec quoi je vais écrire là? Il y a un feutre L'origine est double, mais si je vous si je vous l'énonce comme ça, vous n'allez pas, à peine à l'oreille, vous allez entendre la différence. On a donc deux mots dans la langue grecque qui ont donné un seul mot dans la langue française. Ces deux mots sont ethos, on pourrait mettre l'accent aigu si vous voulez, et le deuxième est ethos. Je vais les écrire parce que... C'est bon, c'est bon. Ethos.
Donc deux mots dans la langue grecque, évidemment, qui ont deux sens différents. Alors j'ai attrapé ça dans le séminaire 7 de Lacan, consacré à l'éthique de la psychanalyse. Il en dit deux choses, je trouve. Il n'en fait pas grand-chose, il le perd en route d'ailleurs. Il le dit au tout début du séminaire. Je vais vous lire le petit bout de texte. L'établissement de l'éthos, avec un état, le deuxième, est posé comme différenciant l'être vivant de l'être inanimé, inerte. Comme Aristote le fait remarquer, si longtemps que vous lanciez une pierre en l'air, elle ne prendra pas l'habitude de sa trajectoire, tandis que l'homme, lui, prend l'habitude, c'est là l'éthos. Et cet éthos, il s'agit de l'obtenir conforme à l'éthos. Vous voyez un peu, il introduit une nuance. C'est-à-dire à un ordre qu'il faut rassembler dans la perspective logique qui est celle d'Aristote en un souverain bien, point d'insertion, d'attache, de convergence, où l'ordre particulier s'unifie dans une connaissance plus universelle, où l'éthique débouche dans une politique et au-delà dans une imitation de l'ordre cosmique. Macrocosme et microcosme sont supposés au principe de toute la médiation aristotélicienne. Voilà. Alors je me suis embarqué, moi, à partir de là, pour essayer de comprendre, différencier en tout cas ces deux voies de l'éthique. L'une, je vais moins de la développer parce que Monique a donné un certain nombre de références. C'est du côté d'Aristote. Aristote, dans l'éthique à Nicomaque. Nicomaque, c'est le père, c'est le nom du père et du fils d'Aristote. On a pensé à un moment que c'était une adresse à son fils, et je pense que c'est un peu plus compliqué. Il semblerait que ce soit son fils qui ait fait la première publication. Bon, peu importe. Mais en tout cas, dans l'éthique à Nicomaque, pour aller vite, alors Danny Robert, tu m'excuseras, je fais des fautes énormes au niveau philosophique. J'ai dit que je faisais de la dérive. En gros, voilà, pour ce que j'en ai compris, Aristote rappelle que vivre en société, ça consiste à obéir à des lois, et que plus on est nombreux, je dirais, à obéir aux lois, et bien plus on s'acheminera ensemble vers le souverain bien. Voilà, il y a cette idée d'Aristote. Et le point d'appui de point de référence pour obéir aux lois, c'est ce qu'il appelle l'arrêté, c'est-à-dire la vertu. C'est pour ça qu'on va montrer en exemple aux jeunes gens, non pas celui qui est plein de pognon et qui crache les autres comme aujourd'hui, mais celui qu'on appelle l'aristos, c'est-à-dire le vertueux. Ça donne le mot aristocratie, c'est le vertueux. Voilà, ça c'est important. Et donc cette première éthique, si vous voulez, est une éthique qui a deux caractéristiques. D'abord, elle fait usage de la raison. Je peux, par rapport à une action que je vais décider, je peux vérifier si je suis dans les clous par rapport à la société à laquelle j'appartiens, est-ce que ça obéit aux lois, etc. Non. Et c'est un impératif collectif. C'est pour ça qu'on va retrouver un certain nombre de philosophes, tu citais Kant, effectivement, l'impératif catégorique de Kant, il est de ce type-là. Bon. Sauf que Lacan, on voit bien dans Kant avec Sade, un beau jeu de dire, oui, mais bon, que ça soit Kant ou Sade, finalement, ils se retrouvent au même endroit, c'est-à-dire ils obéissent tous les deux à il doit, tu dois. Bon, il faut mettre dans la série, évidemment, Lévinas, Ricoeur, Habermas, etc. Je ne veux pas trop appuyer sur ce côté-là. Vous voyez un petit peu ça veut dire que, de toute façon, cet angle de l'éthique, alors je suis un petit peu embêté parce qu'on utilise le même mot. On pourra peut-être en utiliser deux. Peut-être que cette voie de l'éthique, on pourra l'appeler morale sociale. Un truc comme ça, morale sociale. Bon. Il n'y a pas d'être humain qui ne vit pas référé d'une façon ou d'une autre à une forme de morale sociale. Ce qu'on appelle l'axiologie, c'est-à-dire la science des valeurs. Bon. Entre parenthèses, je pense que Marie-Jean nous en parlera, la difficulté dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que cette science des valeurs sur lesquelles ont été fondées nos sociétés pendant quand même quelques millénaires, aujourd'hui est prise à partie parce qu'on a des valeurs nouvelles qui sont apparues, à savoir la valeur marchande. Bon, ça ne fonctionne pas tout à fait comme des valeurs morales. C'est l'impératif catégorique, c'est baisse ton prochain. C'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, alors qu'est-ce que nous dit Lacan? Alors je navigue un petit peu à droite à gauche, hein. À la fin du séminaire 7, c'est que l'éthique consiste essentiellement en un jugement sur notre action. Et l'intitulé, alors je ne sais pas s'il est de Lacan ou de Miller d'ailleurs, l'intitulé de la dernière leçon de Lacan, c'est Ai-je agi conformément à mon désir? Alors, et si on prend cette expression, on s'aperçoit que cette question, finalement, alors que l'éthique de la morale sociale, on peut en juger quelque chose, en évaluer quelque chose avant d'agir. Je peux, avant d'agir, vérifier si je suis vraiment dans la conformité aux valeurs de la société à laquelle j'appartiens. Bon. Mais la façon de poser de Lacan signifie, à mon avis, qu'on est sur l'autre versant de l'éthique. Alors c'est sur cet autre versant que j'aimerais appuyer un peu plus. Cette deuxième ethos, alors vous trouvez le mot chez Homère, ça a le sens, c'est une étable. C'est une étable, c'est une tanière, c'est le repère d'un animal. Oui, on est sur quelque chose de très très différent. Heidegger avait fait un long cours sur Héraclite qui utilise ce terme-là. Et on le traduit, alors je ne sais pas le terme qu'utilise Heidegger, mais en français on l'a traduit par séjour. L'idée du séjour de l'humain. Héraclite, alors c'est toujours très énigmatique Héraclite, parce que déjà une bonne partie des phrases d'Héraclite sont tronquées, il y en a certaines qui sont sans doute pas d'Héraclite, c'est comme des bouts de poterie, vous voyez, on en a des morceaux, quoi. Et dans le fragment 119, il y a cette phrase tout à fait énigmatique, ethos anthropoi daimon. Ethos anthropoi daimon. Alors si je prends les mots comme ça un peu dans leur racine, l'idée d'un séjour. Alors les Grecs sont un peu plus finaux que nous, puisque nous on n'a qu'un seul mot pour dire l'homme, les droits de l'homme, ce qui nous vaut quelques emmerdements avec les femmes évidemment, parce que bon. Alors que les Grecs ont un générique, anthropos, l'être humain, et puis ils distinguent guné, une femme, et aner, un homme. Voilà. C'est peut-être un peu plus facile. Donc, il s'agit bien des êtres humains. Le séjour de l'être humain est un daimon. Je ne vais pas traduire tout de suite parce que le terme qui le traduit, c'est le mot démon. Et le démon est une fabrication des pères de l'Église 3 siècles après Jésus-Christ. Hein, alors que ce mot-là, en grec, c'est il y a 2500 ans. Il faut toujours situer les mots dans leur contexte historique, social, etc. Le daimon, chez les Grecs, paradoxalement d'ailleurs, c'est un ange. C'est un messager entre les dieux et les hommes. Peut-être pas étonnant que les pères de l'Église aient été... Vous savez, 3 siècles après Jésus-Christ, ils se sont aperçus que le petit commerce religieux foutait le camp, donc ils se sont dit, on va taper fort. Ça s'appelle l'idéologie sécuritaire, ça existe encore aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Il faut faire peur aux gens. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pendant l'épidémie de Corona. Enfin, ça continue d'ailleurs. Il faut faire peur aux gens. Alors, on va chercher un vieux mot de la langue grecque, daimon, et puis on va chercher des représentations babyloniennes, assyriennes, etc. Et puis vous avez le démon comme vous le connaissez, hein, qui va vous griller en enfer si vous faites les cons. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Bon. Mais c'est vraiment un travestissement de l'idée du daimon. Socrate vivait avec auprès de lui un daimon. On en sait 2-3 choses. Dans le Charmide, il raconte que c'est une voix qu'il entend, qui lui dit pas vraiment ce qu'il faut faire, qui lui envoie un message lorsque il a une décision à prendre. C'est-à-dire qu'il y a cette voix qui appuie. La dernière fois où cette voix intervient, c'est lorsqu'il est condamné à mort. Il est condamné à boire la ciguë. Et alors c'est une sombre histoire, hein, cette histoire de Socrate. En fait, c'est un jeune poète qui porte le pet au tribunal en disant oui, il a perverti la jeunesse et en plus, il ne respecte pas les dieux. Il le taxe d'athéisme, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais je trouve. Bon. Enfin, en tout cas, bon, ça tourne au vinaigre puisque Socrate est condamné à boire la ciguë et condamné à mort. Et alors, il y a une petite histoire, ses copains vont voir les jurés du tribunal en leur disant, vous savez bien que c'est des conneries, enfin bon,
et il leur propose une certaine somme d'argent. Les jurés acceptent de commuer la peine en exil à vie, et ils vont voir Socrate. Moi, j'étais à Athènes il n'y a pas très longtemps, c'est très touchant. Il y a encore la cellule où était enfermé Socrate. Et ils disent à Socrate, ça y est, bon, tu auras la vie sauve, tu devras partir sur une île. Et Socrate leur dit, non, 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 non. Et dans un moment, alors c'est très étrange ça, chez Socrate, c'est pas très bien vu d'ailleurs. J'aimerais bien discuter avec Danny Robert là-dessus, parce qu'on a mis ça sous le tapis. Socrate, c'est un type un peu bizarre, c'est que de temps en temps, il s'envoie en l'air, il est pris dans une espèce d'extase, hein, et c'est dans ce moment qu'il est en lien avec son daimon. Donc, juste avant de mourir, il va, je dirais presque consulter son daimon, et il revient en disant non, non, je boirai la ciguë, et tous ces copains qui sont là, alors Platon n'a pas pu être présent, mais il le raconte de deuxième main, sont en pleurs, et c'est Socrate qui le réconforte en disant pourquoi vous pleurez, je fais ce que j'ai à faire, hein, bon. Et on connaît même les dernières paroles de Socrate, très étranges. Il faut laisser un coq à Asclépios, le dieu de la médecine, quoi. Bon, alors pourquoi je raconte ça? Parce que si l'éthos, cette éthique est habitée par le daimon, il faut qu'on tire le fil de ce côté-là pour essayer d'y comprendre quelque chose. Le daimon, elle a dit, Monique, en latin ça se dit genius. Oui, c'est le génie, c'est le djinn dans les pays arabes, c'est le duende de Lorca. Hein, je crois que si on tire le fil, on voit un petit peu le... J'avais un petit truc à propos de Lorca, je vais vous en dire. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un texte magnifique de Lorca, c'est une conférence qu'il a fait à La Havane en 1930, qui s'appelle « Jeux et théorie du duende ». C'est vraiment un texte à retrouver aujourd'hui qui est d'une force absolument étonnante. Tous les arts sont capables de duender, mais il s'ébat le mieux, comme il est naturel, là où il s'ébat le mieux, c'est dans la musique, dans la danse et dans la poésie récitée, car elle demande l'instrument d'un corps vivant et sont des formes qui naissent et meurent sans cesse, assemblant leurs contours dans les limites du présent. Le duende, précise Lorca, exprime les citrons de l'aurore. Où est le duende? Pose la question Lorca à la fin de cette conférence. Sous l'arc vide passe un vent spirituel qui souffle avec insistance sur les têtes de mort en quête de nouveaux paysages et d'accents ignorés. Un vent avec une odeur de salive d'enfant, d'herbes mâchées et voiles de méduses qui annonce le constant baptême des choses récemment créées. Dernier mot de la conférence de Lorca. C'est, si vous connaissez ce poème magnifique de Rimbaud dans Les Illuminations, c'est le génie de Rimbaud. Moi, je vais vous le lire parce qu'on ne parle pas assez de poésie, moi, je trouve. Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Il nous a tous connus et nous a tous aimés. Sachons cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regard en regard, force et sentiment là, le héler et le voir et le renvoyer, et sous les marées et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Vous y voyez peut-être pas très clair, hein, mais je pense que c'est des choses qui ne sont pas à comprendre, comme disait Lacan. Hein. Alors où est-ce que ça m'emmène, ça? Ça m'emmène devant une difficulté certaine, c'est que tout le monde n'a pas un petit Gemini Cricket là, sur l'épaule, un peu comme Socrate, pour lui souffler un petit peu un certain nombre de choses. Hein. Là, j'embraye sur Spinoza, ça a été dit tout à l'heure. L'éthique est un texte qui a été publié de façon posthume, mais il fait un galop d'essai qui m'a beaucoup intéressé. C'est un petit bouquin qui a été republié récemment, qui s'appelle « Traité de la réforme de l'entendement ». Bon, en gros, Spinoza se demande comment puis-je savoir que dans ma recherche, dans ma réflexion, j'ai atteint le noyau vrai de ma pensée.
Et là, grâce à, je dirais, à la méthode de Descartes, qui a publié le discours de la méthode 30 ans plus tôt, il va produire une déconstruction en disant c'est pas les autres philosophes qui peuvent répondre, c'est pas les dogmes religieux, c'est pas les convictions politiques. Vous voyez un peu, c'est un peu comme un oignon, vous enlevez les peaux les unes après les autres, et une fois que j'aurai tout enlevé, dit Spinoza, je devrais peut-être atteindre le noyau vrai de ma pensée. Mais comment je peux le savoir? Je peux me raconter des salades. Et alors il y a cette phrase extraordinaire, c'est lorsque j'atteins le noyau vrai de ma pensée, je suis dans l'éternité de la joie. Là, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette question de l'éthique, qui est une éthique du côté du sujet, là, plus du côté du collectif, hein, la seule preuve que je puisse en avoir, c'est ce qui se manifeste dans mon propre corps, soit ces deux grandes catégories qu'ouvre Spinoza, la tristesse ou la joie. Et on ne peut pas tellement trafiquer avec ça, enfin, il me semble. Hein. Même si j'ai cru bien faire, même si je suis en accord avec les lois de mon pays, la société, etc. Hein, vous voyez, ça pose une autre question très, très différente. On peut faire un petit tour du côté d'Alain Badiou qui avait fait un beau petit ouvrage, je ne sais pas si certains l'ont croisé, L'éthique ou la conscience du mal, où Badiou commence à déconstruire lui aussi quelque chose du côté de l'éthique ne peut pas être du côté de l'humanitaire, enfin, ni de l'humanisme. En tout cas, il dénonce d'une certaine façon cette dérive computationnelle. Et il dit finalement, la question se pose lorsque dans nos vies, nous sommes dérangés, nous sommes bousculés, que ça soit dans le domaine de l'art, quelque chose qui sort, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la philosophie, hein, ces moments de création, et dans l'après-coup. Alors c'est intéressant parce que c'est dans l'après-coup que se pose cette deuxième éthique, agit conformément à mon désir. Oui, la question ne peut se poser que dans l'après-coup. Et Badiou dit, finalement, la question éthique à ce moment-là, c'est suis-je fidèle à ce qui m'a déstabilisé, quoi. Hein, je trouve que c'est intéressant de prendre par ce bout-là. Bon, un petit tour du côté de Lacan, évidemment. Non pas le séminaire 7, parce que je vous dis, sur les deux éthos, il n'en dit pas plus, il n'en fait pas grand-chose de plus. Mais il reprend la question dans Télévision pour amorcer ce qu'il appelle l'éthique du bien-dire, en reprenant justement, en filant la perspective à partir de Spinoza sur la tristesse, auquel, dit-il, il faut donner son nom moderne, c'est-à-dire la dépression. Je pense que le terme de tristesse est quand même beaucoup plus juste, hein, puisque la dépression, on en fait quelque chose de médicalisé, alors que la tristesse est une affection de l'être. Et en précisant qu'il n'y a qu'une faute morale qui est de lâcher sur son désir. Bon. Et puis, pour en savoir un bout, dit-il, eh bien, je n'ai qu'une possibilité. Là, je réponds à partir de Télévision à la question qu'il pose avant dans le séminaire 7. Hein. Je bricole quelque chose là. Je n'ai qu'une solution, c'est d'être au plus près dans mon dire de ce qui m'anime, etc. Ça pose la question d'en savoir un bout sur son désir, parce que si je vous pose la question comme ça, quel est votre désir, vous allez être drôlement emmerdé, hein, parce qu'on ne peut pas dire. Je peux dire mes envies. Très souvent, d'ailleurs, on mélange un peu les deux. Hein. Moi, je pense que le désir est à l'opposé de l'envie, et l'envie est l'opposé du désir. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc il n'y a que dans l'après-coup que cette question me revient, finalement, et d'où la nécessité logique d'en dire un bout à d'autres, évidemment, je ne vais pas parler tout seul dans mon coin, d'en dire un bout de ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, etc. Et toute une logique qui amorce d'ailleurs la fonction de la cure, tout simplement. C'est pas que les gens vous racontent des machins qui se sont passés il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais quoi. Moi, je ne crois pas beaucoup aux histoires de régression, je ne sais, c'est pas vrai. C'est que le fait de l'inscrire dans du dire, ça modifie la position d'un sujet par rapport
à son histoire. Et ça me paraît assez fondamental. Alors je vais un petit peu plus loin. Maud Manoni, qui est une dame qui a beaucoup compté, moi je trouve, dans l'histoire de la psychanalyse, qui dirigeait l'école de Bonneuil, était en analyse chez Lacan, et elle a fait un colloque, à mon avis, qui est assez indépassable, je trouve. Moi j'y reviens assez souvent, sur la question des psychoses, avec justement, de façon pluridisciplinaire, avec des philosophes, des anthropologues, des psychanalystes, des littéraires aussi, enfin bon. Et elle demande à Lacan, chez qui elle était en analyse, de faire les conclusions. Et Lacan termine en disant, mais finalement, dans ces 2 jours-là qu'on a passés ensemble, avons-nous eu de la joie? Vous voyez comment il retrouve cette question, hein, qui est finalement le seul point qu'on puisse interroger pour répondre à cette question de l'éthique du sujet. Bon, voilà un petit peu sur quoi je voulais m'avancer. Bon, je sais pas si ça tient la route d'ailleurs, mon truc. Enfin bon, peu importe, moi ça me va bien, quoi. Alors bon, vous me direz, et les questions contemporaines là-dedans, je vous ai fait voyager là chez les Grecs et tout, dans la philosophie. Et ben je suis tombé sur un truc hier dans Mediapart, un article intitulé La pénurie de main-d'œuvre, symptôme d'un système économique en crise. Je trouve que c'est un très très bon article. Ça part de quelque chose qu'on entend tourner dans nos radios et nos télés aujourd'hui, hein, sur ces jours-ci. En apparence, 300 000 emplois sont non pourvus d'un côté, avec des patrons qui n'arrêtent pas de se plaindre et de ne pas trouver les bons candidats. Je ne sais pas, vous avez dû entendre ça. Bon. Et de l'autre côté, il y a près de 10 fois plus d'inscrits comme demandeurs d'emploi en catégorie A, Pôle emploi. Bon. Alors, ce genre de constat posé comme ça, l'auteur de l'article, Romaric Godin, dit généralement on a 3 types d'explications toutes prêtes qu'on vous sert en longueur de temps. Petit 1, c'est l'inadaptation des demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises. Donc, on va les former. Jacques et moi qui sommes dans la formation, on sait ce qu'il en est aujourd'hui, et Isabelle, on sait ce qu'il en est aujourd'hui, hein, des critères de la formation. On est en train de régresser complètement du côté des formations qu'on a connues à la fin du 19e siècle, adaptation, maison à la tâche, etc. Quoi. Bon, c'est terrible. Donc voilà, en tout cas, une partie du discours. Deuxième élément, c'est qu'on a affaire à une bande de flemmards, parce qu'ils ne veulent même pas partir dans une autre région, etc. Ils veulent avoir le boulot juste en face de chez eux, parce qu'il paraît qu'il suffit de traverser la rue pour trouver le boulot. Voilà. Et troisième élément, c'est une bande de glandeurs, tous ces gens-là, parce que, vu la générosité du système français, ils estiment qu'avec les allocations chômage, on gagne autant qu'en travaillant. Voilà un peu les 3 types d'explications. Bon. Alors évidemment, on n'en reste pas là. L'auteur rappelle que Marx, dans le chapitre 25 du livre 1 du Capital, rappelle qu'en 1866, il y avait à Londres plus de 100 000 ouvriers en chômage forcé, tandis que, faute de bras, beaucoup de machines chômaient dans les fabriques de Lancashire. C'est-à-dire que cette structure il y a des gens qui cherchent du boulot et voilà, hein, et on les attend, il y a une espèce d'inadéquation qui est déjà ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force de travail est soumise à l'évolution des besoins du capital et doit s'y adapter, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Hein. Alors, bon, je pense que Marie-Jean va ouvrir la piste de ce côté-là, mais le capitalisme, évidemment, n'est pas... c'est pas un système qui respecte l'individu, lui offre des moyens de se réaliser dans sa vie. Au contraire, c'est un système de contrainte, de contrôle de plus en plus féroce, et qui vise à dépouiller le sujet de ses particularités et en faire un individu. Alors la question qui se pose, là je prends juste des petits bouts de cet article finalement, c'est en quoi ça fait symptôme? Tous ces gens qui ne veulent pas aller bosser.
c'est pas que c'est des feignants. Ça veut dire qu'ils posent quelque chose de fondamental face à cette machine infernale, qu'est la question du désir. C'est ça que j'essaye de soulever. Hein. Et on voit tout un tas de gens d'ailleurs monter des trucs, des bricolets, des trucs qui ne sont pas de l'emploi, mais etc. Alors bon, on nous rabat les oreilles avec un plan de relance économique. Moi, je propose là, un plan de relance d'économie psychique, un plan de relance du désir. Je pense qu'on s'en sortira que par ce bout-là. Avec ces deux points d'appui, hein, les deux ethos, je suis quand même assez content d'avoir découvert ça, parce qu'on ne peut lâcher ni sur la raison, ni sur le désir. Même si, évidemment, ils ne font pas toujours bon ménage ensemble. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, qui disait Pascal. Effectivement. Autrement dit, nous sommes pris, finalement, et ça, je ne crois pas qu'on puisse l'épuiser, nous sommes pris entre deux, entre ces impératifs collectifs de se plier, effectivement, à des lois et de la morale sociale, et quelque chose du désir. Et on voit comment il y a quelque chose qui ne peut pas s'adapter l'un par rapport à l'autre. Je regrette que Lacan dise que le sujet... parce que je trouve que c'est tout à fait critiquable, la façon dont il le dit. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Ben non. J'ai des trucs dans tous les sens. Alors, quoi qu'il dit, cet ethos, avec le état, hein, comme ça, il s'agit de l'obtenir conforme à l'éthos. Ben, je pense que c'est une connerie. Parce que justement, il n'y aura jamais de conformité entre la question du désir et la question de la raison. Voilà, ben, démerdez-vous avec ça. Merci.